Allez, tu vas, allez! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, partito la grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it! Joy for cycling fans! Hello à tous, c'est Luca et bienvenue pour un nouvel épisode de Dossard 13, le podcast dédié à l'actualité cycliste. Un épisode un peu plus particulier aujourd'hui, une preview, mais pas une preview d'équipe, la preview du Giro. Un Giro très intéressant qui va suivre et je suis toujours en très bonne compagnie avec Guillaume. Comment ça va Guillaume ? Salut, ça va super et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien. Un podcast un peu matinal, un temps un peu pluvieux. Oui. On sent qu'on est encore en mai et qu'on peut-être d'ailleurs peut-être de la neige dans les Alpes, hein, qui sait. Hein. Oui, j'étais en train d'y penser, la fameuse neige sur le Giro, que tu vois que sur le Giro généralement. Départ à Turin samedi pour 3 semaines de plaisir sur les plus belles routes du monde. On va espérer du spectacle jusqu'à Milan, mais j'en doute pas parce que le Giro en général c'est toujours très spectaculaire. Et je te propose qu'on passe dès maintenant à la présentation du parcours de ce Giro 2021, si ça te va. Bah, let's go. Mais du coup, pour le parcours, c'est un parcours quand même assez classique, dans le sens où on retrouve deux petits chronos, un chrono d'ouverture de 8 km, le chrono final à Milan de 30 km. Donc on va dire que c'est quand même un Giro qui est taillé pour les grimpeurs et qui veut attirer les grimpeurs. Comme on en avait parlé déjà par le passé, c'est vraiment la marque de fabrique du Giro. Et c'est pour ça par exemple que des Bardet ou des Bernal ou des Mikel Landa se focus cette année sur le Giro. Oui, c'est une habitude avec le Giro, il n'y a pas trop. En vrai, les chronos, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que c'est pas non plus ce qui va décider du résultat final sur le Tour d'Italie, sauf l'an dernier, c'est sûr, avec Tao Gegenhardt. Mais en soi, ouais, c'est le Giro, c'est assez réputé quand même pour être un vrai tour de grimpeur. On passe désormais aux étapes au sprinter. Ouais, dès l'étape 2 avec l'arrivée à Novare, 5 sera dédié aux sprinters et potentiellement une étape à bordure avec une arrivée sur la côte adriatique. Donc attention aux échelons. L'étape 7, c'est une nouvelle arrivée sur la côte adriatique et une nouvelle arrivée au sprint pour le coup. Ensuite, l'étape 10, 140 km où les sprinters font le nécessaire pour décrocher forcément un nouveau bouquet. Ensuite, on a une arrivée pour l'étape 13 à Vérone pour les roues vélos. Enfin, presque enfin, une des dernières possibilités pour les sprinters, ça sera l'étape 15. On se balade près de la frontière slovène pour une étape de transition et une potentielle arrivée au sprint. Après, voilà, est-ce qu'il y aura besoin de... Est-ce que le peloton laissera filer s'ils ont besoin de se reposer? C'est une possibilité aussi, on verra. Et enfin, à l'étape 18, on ne sait pas trop, sprinter ou puncher ou échappé. 230 km avec un final où tout peut arriver. Et vu que c'est, on va dire en général, vu que l'étape 18, c'est quand même, on va dire, logiquement dans les dernières étapes, il peut y avoir des surprises, par exemple, d'un coup d'éclat dans le final, parce que je sais que le final est un peu cabosseux avec une petite bosse. Donc à voir ce qui peut se passer. Après, on a énuméré ces étapes pour Sprinter, mais ça peut être des finales assez piégeux à chaque fois. Mais on sait aussi qu'il y a quand même un petit plateau de Sprinter. Et déjà comme ça, s'il y a peu d'arrivées au sprint, je pense qu'ils feront le nécessaire. Les équipes dédiées, par exemple, je pense surtout à Alpecin, qui ont emmené une équipe tournée autour de Tim Merlier. Je pense qu'ils feront le nécessaire pour offrir le maximum de victoires à leur sprinter belge. On passe désormais aux étapes pour puncher. Donc dès la troisième étape, on a un final assez casse-pattes avec une arrivée à Canale. Ça sera une première étape soit pour les baroudeurs, soit une arrivée au sprint pour un petit groupe, à voir. Et dès le lendemain, pour la quatrième étape, on a déjà un rendez-vous pour les favoris. Alors ça pourrait créer déjà, je pense, de jolis écarts, parce qu'on a le Colle Passerino qui est à 4 km à 10% de moyenne, avec des passages à 16%, et le sommet à 2 km de l'arrivée. Donc à voir, par exemple, ça peut être pourquoi pas une étape typée pour Diego Ulissi si les favoris se marquent. Donc en tout cas c'est intéressant parce que comme d'habitude le Giro, dès les premières étapes,
ça peut faire très mal et on peut perdre le classement général. Après, on a la 8e étape. C'est également une belle étape avec une nouvelle arrivée au sommet d'une côte de 5 km. On a des passages à 11%. Et le dernier kilomètre, si je dis pas de bêtises, il est un peu en faux plat. Donc je pense que ça peut présumer encore d'une belle étape. L'étape que nous attendons tous, enfin que moi j'attends particulièrement, c'est l'étape 11 qui est également dédiée aux punchers. Mais c'est l'étape du lendemain du premier jour de repos. Et c'est l'étape qui pourrait décider le Giro, parce que c'est l'étape des Strade Bianche. Elle ressemble particulièrement à l'étape du Giro 2010, qui avait été remportée par Cadel Evans, et l'arrivée à Montalcino. Et dans les 70 derniers kilomètres, on retrouve 35 km de route blanche. Donc ça va vraiment être un délice à venir. Un délice et attention crevaison. Et les 300 derniers mètres de l'étape, ils sont à plus de 10%. Donc on va dire, si par exemple ils sont 3-4 à jouer la victoire d'étape, oh attention, le final, faudra bien le reconnaître parce que je pense qu'il peut y avoir des surprises. C'est une victoire pour Romain Bardet, ça. Et pourquoi pas, hein, parce que je me rappelle, je crois que c'était les Strade Bianche en 2018, si je dis pas de bêtises, où il avait fait une épreuve assez fantastique. Bah, je crois que c'était le jour où Van Aert avait posé pied par terre au sommet de Sienne. Donc en soi, non, Bardet, ça peut lui convenir très bien cette étape. Et on va dire s'il est encore, d'ailleurs, peu importe s'il est encore présent pour le général ou pour la victoire d'étape, je pense qu'il sera l'homme à surveiller. Oui, ça rappelle ce genre d'arrivée, ça rappelle un peu sa victoire sur le Tour de France quand il avait fini devant le champion d'Italie, Fabio Aru. devant Fabio Aru, voilà. Et pour finir, pour clôturer ces étapes de puncher, moi j'ai noté l'étape 12 parce que c'est un mix entre puncher-grimpeur. Et pour moi, ça sera quand même destiné plus aux baroudeurs, donc j'ai mis du côté des punchers. Et on va dire qu'il faudra avoir bien récupéré de la veille, hein, parce que c'est une étape dans le Chianti, donc près de Florence. Et ça peut réserver des belles surprises. C'est 4 GPM, il y a 4 GPM, je crois qu'il y a 3000 mètres de dénivelé positif. Et une belle arrivée en descente avec après un col en escalier de 11 km. Je pense pas qu'il va y avoir d'écart entre favoris, mais il peut y avoir des défaillances. On passe désormais aux plus belles étapes, bien sûr, les étapes pour grimpeurs. Première étape pour les grimpeurs dès l'étape 6. Après des étapes de puncher, on enchaîne directement avec des étapes de montagne. Donc premier gros rendez-vous sur l'étape 6. Les favoris peuvent perdre le général sur cette étape avec une arrivée au sommet. San Giacomo, col de 15,5 km à 6%. Je vérifie toujours quand c'est italien, je vérifie toujours la prononciation. Ensuite on passe à l'étape 9, la grosse étape des Apennins. 4 GPM et une belle arrivée au sommet de Campo Felice et un dernier kilomètre à 9%. Je pense que ça va être très dur cette étape. Je pense que des favoris peuvent sauter parce que il y a, on va dire 4 GPM et 2 cols non répertoriés. Franchement, c'est une très grosse étape. Il va falloir penser à ne pas se sous-alimenter. Ensuite, on passe à l'étape 14, l'étape du Monte Zoncolan. Un Zoncolan qu'ils ne monteront pas du même versant. Ils vont le monter sur le versant à 14 km et à 8% et demi de moyenne. La différence se fera dans les derniers kilomètres à 13% et des passages à 27%. Est-ce que ça serait pas du pain béni pour Hugh Carty, par exemple? Lui qui a un profil très... Vraiment, lui, s'il faut, c'est des gros pourcentages. On sait bien qu'il n'est pas très explosif. Ah, c'est un bouquetin des Alpes, hein. Il a gagné l'an dernier l'Anguille Roux sur la Volta. Je pense que ça sera le grand favori pour le Zoncolan. Un Zoncolan, ouais, où les 3 derniers kilomètres avec des passages à plus de 27%, on va dire ça sera une course de côte, je pense, dans le final. Je vois bien un petit train de la Team Ineos sur le début du col. Et vraiment, après, les meilleurs grimpeurs qui savent jouer dans les forts pourcentages, je les vois bien se faire la différence dans les 3 derniers kilomètres. Mais ce qui est terrible, c'est que sur des pourcentages comme ça, si tu craques même dans les 3 derniers kilomètres, tu peux prendre une minute assez vite en vrai.
Ça peut être Ah terrible, oui, hein. tu peux largement prendre même plus, hein, beaucoup plus. On va dire si tu as une défaillance dans les 3 derniers kilomètres, là, tu peux dire adieu au maillot rose. Il y a des grandes chances. Je te laisse enchaîner sur les autres étapes. Yes, on va passer maintenant aux étapes alpines avec 4 belles étapes, la 16e, la 17e, la 19e et la 20e où, où je pense que tout simplement la victoire pour le Giro se fera dans les Alpes comme très souvent. La première grosse étape c'est la 16e avec l'arrivée dans la station de ski de Cortina d'Ampezzo avec une étape alpine assez dantesque. Ce sera le dimanche, si je dis pas de bêtises, et on a vraiment le triptyque mythique du Fedaia, le Port d'Oie et le Jiao pour une étape à plus de 5500 mètres de dénivelé positif. Là, en plus, comme on l'a dit, potentiellement de la neige, potentiellement mauvais temps. On est sur des cols à plus de 2000 mètres d'altitude, donc faudra pas déconner quoi. Ensuite, au lendemain du repos, faudra pas avoir les jambes lourdes parce qu'on a le Passo San Valentino où les coureurs arriveront au sommet de Segadial avec 11 km à 10%. J'ai pas le souvenir que le Giro y soit déjà arrivé, mais en tout cas, Nibali connaît très bien le sommet parce qu'il y a remporté une étape sur le Tour du Trentin, je crois en 2013. Arrivé pour la 19e étape au sommet d'Alpe d'Imera, un col qui monte progressivement et c'est pas n'importe quel col parce que c'est un col quand même qui fait 10 km à 9%, donc encore je pense il y a moyen de faire une belle sélection dans l'arrivée finale. Et la dernière étape pour chambouler le Giro avant le chrono avec un départ en Suisse et le mythique col du San Bernardino avec 24 km à 6%, le Splungenpass, un col suisse de 9 km à 7,5% et l'arrivée au sommet d'Alpe di Mota, 7 km 5 à 7,5%. Les deux premiers cols sont à plus de 2000 mètres d'altitude. On a encore une belle étape avec près de 40 km de montée. Pareil, si on va dire, ça sera la dernière opportunité pour les purs grimpeurs de chambouler le Giro. Donc va pas falloir se louper. T'en penses quoi de ce parcours toi ? Bah déjà là, je pense aux sprinters qui vont vouloir aller au bout. Bon courage, prenez du plaisir surtout dans ces cols, parce que en vrai, ils vont prendre aucun. Enfin, les sprinters pour eux c'est un enfer les cols comme ça. Mais sinon, ouais, le Giro assez fidèle à lui-même avec des grosses étapes de montagne. Ça va être encore une fois un carnage. En plus, la sélection va se faire dès la première semaine. Mais mine de rien, avec ce parcours, si un du top 3 craque dans les dernières étapes et que quelqu'un qui avait perdu du temps au début du Giro s'est accroché tout le reste du Giro, il peut très bien remonter parce qu'on peut, comme l'arrivée avec les 3 km avec des passages à 27%, tu peux facilement reprendre du temps, enfin ça peut aller très vite quoi au niveau du temps, donc je suis encore hype par le Giro quoi, chaque année c'est un des tours que j'attends le plus, si ce n'est le tour que j'attends le plus. Tu parlais justement de coureurs qui potentiellement allaient craquer. Moi, je pense directement à Simon Yates et je te propose qu'on passe directement à la seconde partie du podcast sur les têtes d'affiche de ce Giro. Pour les têtes d'affiche, je te propose qu'on liste rapidement les différentes équipes avec à chaque fois le coureur qui sera surveillé dans l'équipe. Je te laisse prendre la main parce que je crois que tu as choisi, pas n'importe quelle équipe pour commencer. Alors pour commencer, moi j'ai pris Ineos. Donc forcément la tête d'affiche que l'on attend ça va être Egan Bernal. Un petit point d'interrogation à cause de son dos. Il n'a pas eu de si grosses performances que les années précédentes en préparation. Après il est entouré d'un certain Pavel Sivakov qui pourrait en cas de défaillance hériter du rôle de leader, qui pourrait aussi être remplacé par un certain Ivan Ramiro Sosa qui a fait un très bon début de saison. Donc encore une très grosse armada du côté d'Ineos, mais peut-être aussi une manière de courir différente, comme ils nous ont habitués depuis le début de l'année, très offensif. On sait qu'Egan Bernal aussi c'est quelqu'un qui aime être offensif, donc s'il a les moyens, ça va être très intéressant à suivre. Top. Moi j'ai lissé aussi du côté de l'AG2R Citroën. Il y a une belle équipe de chasseurs d'étapes et je pense qu'il faudra surveiller un certain Clément Champoussin qui fait un beau début de saison et qui progresse bien et je pense qu'il peut peut-être aller chercher une belle étape. Ensuite, on passe à Astana avec Alexander Vlasov.
Il sort d'une bonne préparation, 3e du Tour des Alpes, 2e de Paris-Nice, et 10e du Tour de Provence en tout début de saison, donc il monte en puissance et il va être à suivre. Ouais, c'est potentiellement un favori pour la victoire finale. Je le vois dans le top 5, mais je pense qu'il a encore des limites sur 3 semaines. Comme évoqué avant, on a l'Alpecin Phoenix qui sera tourné autour de Tim Merlier, donc potentiellement un favori pour le maillot cyclamen. Parlant du coup des équipes invitées, on a Androni qui a une belle équipe qui me plaît bien avec des jeunes par exemple comme Andri Ponamar, même des gars comme Pello ou Cepeda qui a fait un très beau tour des Alpes. Donc à voir ce qu'ils vont faire, ils doivent se rattraper du début de saison qu'ils ont totalement raté et justifier leur présence in extremis au départ. Ensuite, on passe à Bahrain Victorious. Potentiellement deux leaders, Mikel Landa et Pello Bilbao. Mikel Landa a fait 3e du Tirreno Adriatico, 8e du Tour du Pays Basque. 2e du Tour des Alpes pour Pello Bilbao et 6e du Tour des Pays Basques. Donc les deux leaders de la Bahrain Victorious sont en forme. À voir s'il n'y aura pas des soucis de leadership. À voir s'il y en a un qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Ça va être intéressant. Et ils ont une très belle armada. Ouais, ils ont surtout une équipe assez monstrueuse en termes en montagne. Par exemple, un Mikel Landa, il pourra compter sur Gino Mader, qu'on a vu brillant sur Paris-Nice. Un Damiano Caruso, qui est toujours une valeur sûre et qui est un équipier vraiment de luxe. Pello Bilbao, comme tu l'as évoqué. Après, on a également des gars comme pour aider en montagne, comme Valls ou Tratnik. Et un Matej Mohoric, qui est toujours précieux, par exemple, pour l'Estrade Bianche, qui va être précieux pour Mikel Landa. Donc ouais, une équipe qui sera vraiment à surveiller. On a également, du côté de la Bora, je crois que toi, t'avais noté que Félix Groschartner, mais faut pas oublier qu'il y a un certain Emmanuel Bourman qui a fait 4ème du Tour en 2019. Et surtout, Peter Sagan, quoi, qui revient pour une deuxième année consécutive sur le Giro. Et je pense qu'il devrait décrocher, si tout se passe bien, un petit bouquet. Du coup, je vais enchaîner avec une deuxième armada, celle de la Deceuninck Quick-Step. Le point d'interrogation sur la participation de Remco Evenepoel, qui après sa longue blessure revient directement sur le Giro, il ne s'est aligné sur aucune course avant. Donc point d'interrogation sur sa forme, sur le rythme de course, est-ce qu'il va pouvoir suivre, etc. Ensuite on retrouve Joao Almeida, révélation du dernier Giro. Et après on a quand même un petit Fausto Masnada qui mine de rien peut se retrouver dans le top 10 en s'accrochant après avoir emmené ses leaders. On peut parler maintenant rapidement des équipes françaises, avec par exemple Cofidis qui sera bien entouré autour de Viviani, qui doit impérativement remporter une étape. Mais moi je garderai un œil sur les Frenchies Rémi Rochas et Victor Lafay qui montrent qu'ils sont en bonne forme. Et pourquoi pas, on le verra sûrement dans les étapes de montagne en échappée. Et pourquoi pas décrocher un petit bouquet. Pourquoi pas, ou pourquoi pas un maillot de meilleur grimpeur, on en reparlera juste après. Pour l'EF Education Nippo, on retrouve la brindille Hugh Carty. Et le premier grand tour pour Simon Carr. Et premier tour pour Simon Carr, effectivement. Il a une belle équipe autour de lui. Après, on retrouve des coureurs qui étaient un peu en retrait. Van Garderen, on sait bien que depuis plusieurs années, c'est plus trop ça. Alberto Bettiol vit une saison un peu compliquée par rapport à l'an dernier. Mais en soit, il devrait quand même être assez bien entouré. On va parler rapidement aussi de la Groupama FDJ. Je sais que tu as noté, toi, Attila Valter. À voir ce qu'il peut faire. On va dire, de toute façon, ça va être une équipe française du trèfle qui sera à l'attaque parce qu'ils ont rien d'autre à viser à part des bouquets. Donc, à voir ce que ça va donner. Pourquoi pas. J'espère les voir quotidiennement en échappée, moi. Oui, et Attila Valter va être assez libre. J'ai dit pourquoi pas une surprise, mais est-ce qu'il sera placé au général? Je ne pense pas. Je pense qu'on l'a vu sur le Tour des Alpes, c'est quelqu'un qui aime attaquer, qui aime être à l'avant. Et pour ce faire, il devra perdre du temps pour qu'on lui laisse un champ assez large pour pouvoir prétendre à jouer une victoire d'étape. À voir comment cela va se décanter. Du côté aussi des équipes qui doivent performer en échappée, forcément Intermarché, en difficulté on va dire en ce début de saison qui n'a toujours pas remporté une victoire. Ils ont les hommes pour le faire on va dire sur ce Giro. Je pense notamment à Pasqualone ou à Minali en cas d'arrivée au sprint. Mais surtout à Quinten Hermans
qui montre qu'il est très en forme. Il fait un bon début de saison, le Crossman, et je pense qu'il peut passer un cap sur ce Giro. Également aussi, en parlant du coup des chasseurs d'étapes, on a la Lotto Soudal qui ramènera une belle équipe autour de Caleb Ewan pour les sprints et pourquoi pas d'un certain Harm Van Hoek en montagne ou encore d'un Stefano Oldani ou Thomas Degent en échappée. Tout à fait. Ensuite, on passe à Israel Startup Nation, qui vient avec un de ses pré-retraités, Dan Martin, mais c'est pas n'importe quel pré-retraité, puisqu'il marche quand même. Il a notamment rien fait cette saison. Dan Martin, c'est toujours un coureur qui peut être dangereux sur une étape. Après, là, pour le général, je pense qu'il commence à montrer ses limites aussi, dans le sens où 15e du Tour des Alpes, 25e sur le Tour de Catalogne, et le tour, tout début de saison, il a fait le Tour des Alpes-Maritimes, qui va finir 15e. C'est pas pour prétendre à un très bon classement général sur le Giro, c'est limite quand même. Non, moi je pense qu'il visera seulement une victoire d'étape, ça sera déjà bien, je pense qu'il sera satisfait. Certes, il va viser forcément le général, mais j'y crois pas comme tu l'as dit. Après, on a une belle équipe aussi de la Jumbo-Visma, comme tu l'as dit, avec George Bennett et surtout un petit Tobias Foss. Oui, George Bennett a un début de saison quand même un peu compliqué, hormis sur ses championnats nationaux qu'il a gagné sur la course en ligne et deuxième sur le contre-la-montre. Après, il était équipier sur Paris-Nice et abandon sur le Tour de Catalogne, donc c'est un peu un point d'interrogation. Et Tobias Foss, pour moi, ça pourrait être la révélation chez Jumbo sur ce Tour d'Italie. Il fait une bonne petite 15e place sur Tirreno Adriatico. Après, moi je vais rapidement parler de Nizzolo et de la Kubeka Assos, parce que Nizzolo, moi c'est mon gars sûr, et il est toujours à la recherche d'un premier succès sur un grand tour. Et on va dire, il a montré qu'il était très en forme cette saison. Il poursuit, on va dire, son année 2020 qui était assez sympathique. Et surtout, je pense que c'est le meilleur sprinter qu'il y a sur ce Giro avec Caleb Ewan. Donc, à voir ce qu'il va faire. Ensuite, donc la fameuse équipe de la team Bike Exchange. On retrouve un des favoris de ce Giro, donc Simon Yates. Certains disent qu'il est en forme trop tôt, à voir, parce que pour moi, il est monté crescendo ces derniers mois. Il a notamment terminé 10e de Tirreno, puis 9e du Tour de Catalogne, et enfin il vient de gagner le Tour des Alpes qu'il a dominé. Il figure parmi les favoris de la victoire finale, et il pourrait pourquoi pas accrocher un deuxième grand tour à son palmarès, si ce coup-ci, il n'a aucun pépin, s'il arrive à aller au bout sans défaillance. On passe à la team DSM avec deux têtes d'affiche. Jay Hindley, il est l'heure pour l'Australien de confirmer sa deuxième place de la saison précédente. Soyons honnêtes, début de saison compliqué, seulement 18e de Paris-Nice, abandon du Tour de Catalogne et du Tour des Alpes. Ça présage pas non plus un très gros Giro pour l'Australien, mais s'il ne fait pas un gros Giro, qui pourrait rattraper le leadership? C'est Romain Bardet. On ne l'attend pas forcément, il est discret depuis le début de saison. Il a fait des prestats plutôt corrects, 8e de Tirreno, 9e du Tour des Alpes. Est-ce que ça serait pas son année, sans pression? À voir, réponse dans quelques semaines. Ouais, moi j'y crois quand même pour Bardet, pas forcément pour le podium, mais pour un joli top 5. Hindley, je pense que les étoiles étaient un peu alignées pour faire une grosse perf l'année dernière. Après, à voir, c'est un homme de rendez-vous aussi, donc à voir comment il s'est préparé. Et Bardet, c'est sûr qu'il y a les étapes pour qu'il fasse la différence. Après, je sais pas si pour lui, ça serait bien, par exemple, de plutôt jouer, on va dire, les victoires d'étape. Il peut en décrocher 2 voire 3. Donc après, il a changé d'équipe également. Donc à voir les repères qu'il aura. Donc, mais je pense que ce sera un homme à surveiller forcément. Il sera acteur comme à son habitude et on a hâte de voir ce qu'il va faire. Je te propose de finir par une équipe qui devrait t'intéresser. La Trek Segafredo, avec deux Italiens en tête d'affiche. Le premier, forcément, on a l'habitude, c'est Vincenzo Nibali. C'est vrai que le poids de l'âge se fait ressentir, mais il reste toujours redoutable, Vincenzo. Hein. Bah, là, il revient surtout d'une fracture de poignet, donc à voir comment il s'en remettra, quoi. Mais on va dire que c'est la grande inconnue. C'est ça le problème, pour espérer un résultat sur ce genre de course, il faut être à 100% et ça risque d'être compliqué. Et ensuite, on attend encore l'éternel espoir italien, Giulio Ciccone. Alors, l'Italie le prend, l'Italie le prend comme le successeur de Nibali, mais est-ce qu'il est fait pour le général d'un grand tour? Moi, je ne suis pas sûr.
Je pense qu'on va en reparler dans quelques minutes. Pas d'énormes résultats depuis le début de saison. Non, mais après, la Trek quand même une sacrée équipe autour de Nibali, qui est le leader sur le papier. Il y aura Brambilla, on aura surtout Bokemolema, et même pour les sprints, on aura le Matteo Moschetti, qui est un jeune très prometteur. Donc, à voir. Et en parlant du coup d'Italiens qui peuvent faire la différence, faut pas oublier aussi l'UAE Team Emirates, où on a un Davide Formolo qui pour moi est dans la force de l'âge. Il a 28 ans. C'est un coureur qui a fait toujours de très belles saisons et de très belles campagnes des Ardennaises. Encore une fois, là, il était au service de Pogacar et Hirschi et ça a fonctionné. Là, il aura le leadership sur le Giro, sa course. Je pense, moi, j'y crois fortement en une très belle prestation du coureur italien. Et il sera bien entouré avec des gars comme Dombrowski ou même Ulissi. Donc, à voir. Mais c'est sûr que pour, on va dire, pour conclure, on va dire, sur sur cette start list, on a de très jolis coureurs. On a vraiment un beau plateau pour aussi bien pour les étapes de montagne, de puncher, de sprint ou encore même les étapes dites de transition avec potentiellement des belles échappées. Et franchement, ça va être intéressant à suivre et je m'attends du spectacle vraiment tout le long de la course. Je te propose qu'on passe maintenant à nos pronos, on va dire entre guillemets, qu'on se mouille un peu. Vas-y, je prends la main. Alors moi, pour le maillot rose, je vois premier Egan Bernal à Milan. Je pense que le Colombien, je vois pas qui en fait peut le déposer en montagne. Certes, il a des problèmes de dos, mais il est bien entouré. Il a quand même cette giclette pour faire la différence et au-dessus de 2000 mètres, il arrivera à faire la différence. Après, pour la deuxième et la troisième place, vraiment, je pense peu de personnes les mettraient à cette hauteur-là. Certes, c'est des bons coureurs, mais ils n'ont jamais fait de podium sur un grand tour. Je vois deuxième Marc Soler, parce il est bien entouré lui aussi pour les étapes de montagne. Et il est en forme, il est libéré avec sa victoire d'étape sur le Tour de Romandie. Donc je me dis pourquoi pas. Et en troisième position, je vois Giulio Ciccone. Je me dis que ça peut être son année, son Giro. Il est très bien entouré avec Nibali justement qui est blessé. Il a sa chance à saisir et faut pas qu'il se loupe parce qu'on va dire c'est peut-être l'année ou jamais. Parce que certes, il est encore assez jeune, je crois qu'il a 26 ou 27 ans. Mais le temps passe et il y a une jeune génération qui pousse derrière et faudra pas se louper. Alors moi, je vais pas te mentir, t'as quand même pris un risque pour Giulio Ciccone. Moi, j'y crois pas. Mais si t'amènes sur le podium, je m'engage à aller monter un col à vélo. Ça sera retransmis sur Dossard 13 en vidéo YouTube. Mais je t'avoue que moi, c'est vraiment, j'y crois pas, voilà, tout simplement. Désolé, Luca. Ah, pas de problème, je comprends parfaitement. Et en termes de petites surprises pour mon top 5, je vois Davide Formolo. Et toi, du coup, pour ce podium du maillot rose? Bah écoute, je sais pas si tu vas vouloir prendre le même risque que moi, mais moi je me dis que Simon Yates il pourrait gagner ce Giro dans le sens où, allez, on en a marre de pas avoir de chance, d'avoir des soucis. Est-ce que cette année, ce serait pas la bonne tout simplement? Donc j'ai envie d'y croire, j'ai envie de le voir remporter le Giro. Il y en a marre de les voir dominer de le voir dominer la première ou deuxième semaine et après de craquer complètement. Peut-être l'équipe aura appris des erreurs du passé et c'est peut-être la bonne année. Ensuite, en deuxième place, je vois Bernal. Vraiment serré avec Simon Yates, il faut le dire quand même. Et après, moi, je pense que sur le podium, pour compléter le podium, ce serait plutôt Landa, parce que sur les grands tours, il déçoit rarement en vrai. Et il se fait discret, mais généralement, il arrive à accrocher une bonne place, donc j'ai voulu mettre Landa. Et après, quatrième, Romain Bardet, parce que c'est pareil, lui, il est discret depuis le début de saison, mais il peut être efficace sur certaines étapes et prendre pas mal de temps. Et en surprise, j'ai noté Marc Soler. On l'a vu très bon sur le Tour de Romandie. Que l'Espagnol est en forme et l'Espagnol a envie de prouver que les espoirs placés en lui sont justifiés. Et je pense qu'il pourrait jouer le top 5. Alors, pour le cyclamen, moi, je vois Giacomo Nizzolo. Et toi, de ton côté? Je vois Peter Sagan, s'il va au bout évidemment.
Certes, on va dire, de toute façon, c'est toujours la grande inconnue pour le Giro, vu que les punchers peuvent remporter, on va dire, ce maillot du meilleur sprinter. Donc à voir. Pour les grimpeurs, pour le maillot Azzurro, moi de mon côté, je vois Pello Bilbao. Je pense qu'il n'aura pas sa chance en tant que leader avec la Bahreïn, avec un Mikel Landa. Donc il va se rabattre sur le maillot du meilleur grimpeur et je pense que ça peut matcher. Et moi, je vais prendre. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt parmi les leaders souvent pour ce maillot-là. Je voulais tenter un petit Victor Lafay, mais je vais me dire pourquoi pas un petit Romain Bardet. Bah, du coup, moi, sans surprise, du côté des jeunes, pour le maillot de meilleur jeune, bah, j'ai cité Bernal, vainqueur du Giro, donc ça sera Bernal, vainqueur du maillot blanc, quoi. Et je crois toi aussi, non? Ouais, je l'ai cité deuxième, donc ça sera Bernal aussi, effectivement. Allez, je te propose pour conclure, on va dire, cette preview du Giro, qu'on parle rapidement des surprises qu'il peuvent y avoir sur ce Giro. Ça reste un Giro assez ouvert avec de nombreux coureurs qui peuvent ambitionner au podium. On a quasiment fait une liste de 15 coureurs qui peuvent potentiellement monter sur le podium à Milan. On a plein de jeunes intéressants. Par exemple, même on l'a pas cité, enfin, on en a rapidement parlé. On a Andri Ponamar qui a seulement 18 ans. Je crois que tu as une belle stat sur lui. Oui, il a 18 ans et 8 mois. Il va donc devenir samedi le plus jeune coureur au 21e siècle à participer à un grand tour. L'Ukrainien figure donc dans les 8 coureurs sélectionnés par Androni. Bon, du coup, oui, pour parler rapidement encore, on va dire, entre guillemets, des surprises. Moi, forcément, je sais pas, Yates, j'y crois pas. Comme dit Evenepoel qui gagnera un Giro sans avoir couru depuis août 2020 et après une lourde blessure, compliqué quand même. Et puis, ouais, bah, moi, les surprises, je les ai évoquées sur le podium avec des gars comme Ciccone, Marc Soler et puis un top 5 de Formolo. Je pense qu'en termes de surprises, on va être assez servi. Et puis, non, j'espère la bonne surprise, par exemple, d'un Clément Champoussin qui pourrait avoir, on va dire, carte blanche du côté d'AG2R et pourquoi pas décrocher un top 10 avec une victoire d'étape. Donc à voir. Tout à fait. Et pour moi, une autre surprise, ça pourrait être le retour victorieux de Dylan Groenewegen après sa suspension, par exemple. Ouais, à voir. Ça pourrait être une belle surprise aussi. Je sais pas si c'est une belle surprise, mais ça pourrait être une surprise. Pareil, il n'a pas couru depuis le Tour de Pologne, un peu comme Evenepoel, donc à voir si on a la giclette. Mais c'est sûr qu'un Groenewegen qui passe pas les bosses sur un Giro comme ça peut être compliqué quand même, mais à voir. C'est sûr qu'en termes de start list, on est servi. Il va y avoir du suspense. Pareil pour le parcours, un joli parcours avec des étapes intéressantes de la première à la 21e. Je pense qu'on va se faire plaisir pendant 3 semaines, des belles routes, des beaux coureurs, enfin, je pense que tout est réuni pour qu'on passe à un très joli Giro et que ce 104e Giro soit une très belle fête. Sur ces jolis mots, je te propose qu'on conclue cette preview, ce podcast. Si vous avez aimé l'écoute, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour faire votre bonne action du jour. N'hésitez pas à en parler à vos amis, vos proches ou vos collègues sur un vélo. C'est tout pour Dossard 13. Ciao ciao. Ciao!